Monsieur Soavi, vous êtes restaurateur dans le 12e arrondissement de Paris. Vous venez d'écouter Emmanuel Macron qui a annoncé le retour du confinement suite au premier confinement du printemps dernier, avec à peu près les mêmes modalités mais quelques spécificités. Quelle est votre réaction, vous, en tant que restaurateur, sur ce que vous venez d'entendre? Contrairement au président de la République, je ne suis pas surpris. Qu'il ait annoncé un confinement total ou pas total, avec des aménagements qui ne sont pas des aménagements, ça ne change pas grand-chose pour les gens que je défends et pour ma profession et pour la crise économique qui va en découler. Les petits aménagements, en gros, on va travailler ou en télétravail ou aller travailler, se serrer dans le métro, envoyer nos enfants à l'école, mais après il faut qu'on voit notre grand-mère très peu et avec un masque à l'intérieur de la maison, même avec nos épouses ou avec nos enfants, donc je trouve ça complètement aberrant. Après, d'un point de vue de la santé, le confinement a son intérêt, je dirais, parce qu'il permet de reculer l'échéance. Je ne crois pas une seconde à l'incompétence des gens qui nous gouvernent, parce que sinon ça serait encore plus grave et dans ce cas-là, il faudrait les destituer. Depuis l'arrivée du coronavirus, on sait qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut que 50 ou 60% de la population soit contaminée, ou alors il faut confiner pour avoir le temps de trouver un vaccin, ou pour ne pas dépasser la capacité des lits d'hôpitaux, et ça c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être après. Je suis comme tout le monde, ça va être une catastrophe économique pour ce secteur, parce que des gens vont couler, des gens vont divorcer, vont se suicider, vont être esclaves financièrement s'ils ne se suicident pas pendant 10 ans, pendant 20 ans, parce que beaucoup ont des crédits d'État ou privés sur lesquels ils ont engagé des biens personnels. On nous propose un fonds de solidarité qui va jusqu'à 10 000 euros, mais jusqu'à 10 000 euros, ça ne veut rien dire. Pour une grosse brasserie, s'il fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est une peccadille. Et sur des petites structures, on n'atteindra jamais cette somme-là, à moins qu'on soit à 100% au mois de novembre. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir couvrir la perte d'exploitation. Ce pourquoi je me bats depuis le début de la crise sanitaire. Et j'arrête pas de me répéter et de le répéter et de l'asséner. J'en ai parlé à Madame Agnès Pannier-Runacher le 7 avril sur l'interview sur notre chaîne, sur BFM, pour ne pas la nommer. Bruno Le Maire en a parlé en filigrane, comme ça, une petite phrase en disant qu'on recevait des courriers de nos assurances, qu'on était inquiets, mais qu'il s'en occupait. Toujours pas de nouvelles. Il s'en occupait comment? C'est assez simple, hein, je veux dire, c'est pas très compliqué, sans demander aux plus démunis de faire l'effort. Il suffit d'augmenter un petit peu les contrats d'assurance ou demander aux assurances de sortir leur caisse, puisqu'une assurance est assurée, surassurée, par derrière peut-être des fonds de pension, etc., américains ou autres. Donc l'argent est là. Il suffit de, comme ils l'ont fait pour les attentats, même si c'est plus général, même si c'est un gros effort financier, c'est possible de couvrir la perte d'exploitation, et dans ce cas-là, il n'y a plus aucun restaurateur qui ne se battra pour rester ouvert au détriment de la santé publique. Donc il suffit de couvrir cette perte d'exploitation. Toutes ces mesures ponctuelles sont pas de la poudre aux yeux, mais c'est comment dire, je pourrais parler comme ma grand-mère, c'est des cataplasmes sur une jambe de bois, parce que ça n'empêchera pas tout un secteur de couler, et principalement la petite restauration qu'on dit défendre dans les émissions de télé et qui est l'identité française de chaque région, qu'elle soit auvergnate, normande, bretonne, corse ou d'origine étrangère, comme la japonaise, chinoise, le couscous, etc. Et ça va favoriser les grosses sociétés de restauration. Donc je ne sais pas où on est Sodexo, mais ça va favoriser toutes les sociétés de restauration comme McDonald's qui continue à travailler, Uber Eats qui paye ses employés au lance-pierre pour nous livrer des burgers le soir devant le foot, parce que là ça continue à tourner, hein, pour l'instant en tout cas. Et ça va favoriser toutes ces grosses sociétés de restauration qui ne font pas de la restauration de qualité et qui ont déjà fait des bénéfices. Donc il y a une espèce d'ubérisation de la restauration qui est en route, une espèce de déflation programmée, volontairement ou pas, moi je dirais plutôt volontairement, qui va mettre à bas toute une économie de restaurants de petite capacité, d'indépendants,
à qui on va récupérer, dont on va récupérer les fonds de commerce pour mettre d'autres esclaves derrière s'il en reste un petit peu. Et ça va être une catastrophe économique. Et après, on va faire venir des gens, on va témoigner comme quoi, voilà, un tel s'est suicidé, un tel, voilà, je veux dire, si vous me permettez, je peux faire un parallèle. Pour moi, depuis 3 présidences, on a craché, entre guillemets, sur plein de secteurs pour une économie capitaliste libérale. J'ai rien contre ça au départ, si l'argent est redistribué, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on vend de l'argent, on ne génère pas de l'argent, on vend de l'argent. Ça, si vous voulez, on va y revenir. D'accord. Je voudrais juste vous parler d'un point dont vous nous avez fait part il y a quelques instants. Ce sont les assurances. Comment ça s'est passé pour vous, cette première partie de confinement à partir du mois de mars? Et Emmanuel Macron n'avait-il pas dit à l'époque que l'État se substituerait justement aux assurances pour couvrir les pertes d'exploitation de tous les secteurs de l'économie? Est-ce que ça a été le cas? Comment avez-vous vécu ce premier confinement, on va l'appeler comme cela, ce premier confinement, et puis ensuite on reviendra effectivement sur les causes et tout ce qui en découle. Comment vous l'avez vécu ça? Alors au début, je ne me souviens pas qu'il ait dit ça exactement comme ça, il a juste dit qu'il n'y aurait pas de faillite et que l'État ferait tout, il a encore dit ce soir, oui, tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça n'arrive pas. Pendant le confinement, je n'ai eu absolument aucune nouvelle de mon assurance, chez qui je suis depuis 30 ans pour mes assurances personnelles, et depuis que j'ai mon affaire, aucune nouvelle. Et à la sortie du confinement, je les ai appelés pour leur signifier que je n'avais pas de nouvelles d'eux, et j'avais déjà exposé le problème à Mme Pannier-Runacher sans demander de l'aide de mon assurance pour l'instant. J'avais d'autres choses à faire, des papiers administratifs, etc. En leur demandant, vu que j'avais une assurance sur cette clause-là, qu'est-ce qu'il en était? Ils ont fait un geste, ils m'ont indemnisé sur la marge brute, et mon assurance, en l'occurrence, a joué le jeu à ce moment-là. Pour la plupart, parce que pas pour tous, mais pour la plupart, ils ont joué le jeu. Parce qu'ils avaient une clause épidémie. Mais la clause pandémie n'existait pas. Donc ils ont joué le jeu, mais comme toutes les assurances aujourd'hui, ensuite, ma conseillère m'a appelé et m'a dit, j'ai les enregistrements, hein, j'ai des messages, j'ai des mails, etc. Monsieur Soavi, voilà, on vous appelle parce que du coup, c'est l'occasion. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis 3 ans, hein, tout roulé, j'ai jamais rien demandé, j'ai pas eu de feu, j'ai pas eu de vol, etc. C'est le moment de revoir un peu votre contrat pour l'améliorer, voilà. Donc, ok, oui, très bien. Donc, on va améliorer le vol, on va augmenter le remboursement sur ci, sur ça, etc. Oui, je dis oui, et donc, et pour la perte d'exploitation. Perte d'exploitation, non, la MAF, pour ne pas la nommer, ne peut pas assumer la perte d'exploitation à partir du 1er janvier à 0h 2021 ou 23h59 du 31-12, peu importe, hein, à ce moment-là. Donc ça, on ne pourra pas. Je dis, ah bon, vous ne pouvez pas, mais et si je pars, mais plus aucune assurance n'assurera la perte d'exploitation à partir du 1er janvier 2021, quelle que soit. Celles qui ont joué le jeu comme eux, ou celles qui ne l'ont pas fait, comme AXA, ou voilà, il y en a les mutualistes, les banques, etc. Les banques aussi, parce que les banques devaient se substituer justement aux assurances et devaient proposer des prêts ou des versements d'aides compensatoires. C'est ce qui avait Alors, les banques qui jouent le rôle d'assurance chez les restaurateurs, chez les commerçants, ont apparemment, d'après ce que j'en sais, joué à peu près le jeu. Mais de toute façon, à partir du 1er janvier 2021, plus aucune assurance, qu'elle vienne d'une banque, qu'elle vienne d'une mutuelle, qu'elle vienne d'une société d'assurance grand nom, n'assurera plus la perte d'exploitation. Depuis le 7 avril, j'ai proposé, même si ce n'est pas une solution parfaite, une solution pour qu'on puisse combler cette perte d'exploitation, au moins en partie, qui pouvait générer 600 millions d'euros, à Mme Agnès Pannier-Runacher. Depuis, j'arrête pas d'assieder ça, toujours pas de nouvelles. Ce qui s'est passé avec la MAF, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'ai compris qu'en fait, parce que sur le coup, j'ai été naïf, et après, j'ai compris qu'en fait, on essayait d'améliorer mon contrat pour pouvoir me dire, mais en fait, vous allez, à partir du 1er janvier, vous êtes sans filet. Donc, excusez-moi, j'ai commencé à jouer le naïf et à essayer de gagner du temps parce que j'ai compris qu'en fait, dans mon cas, mais ce n'est pas le cas de toutes les assurances, en fait, une assurance peut ne pas reconduire un contrat sur l'année d'après s'il y a augmentation du risque, ce qui est le cas. Donc en fait, ils sont dans leur droit, ils ont le droit de ne plus assurer comme ils assuraient avant.
Donc j'ai joué le naïf, j'ai essayé de gagner du temps parce que je sais qu'il faut qu'il m'envoie une lettre recommandée avant le 31 octobre, donc dans 2 jours, là, dans 2-3 jours, pour que mon contrat ne se renouvelle pas. Et j'irai jusque-là s'il faut. Hein. Je changerai d'assurance, quitte à ne pas être couvert, peu importe. Par contre, je leur ai fait dire qu'ils me couvraient encore pour cette période-là. Et voilà. Et en 2 mois, on m'a changé 3 fois de conseiller. C'est-à-dire que ma conseillère de départ m'a dit « Ah ben, j'ai reçu un coup de fil de Madame Untel qui était à Tours en me disant « Madame Untel est débordée, donc je reprends le relais. » Et deuxième couche, pour essayer de me faire signer cet avenant sans la perte d'exploitation. Et là, récemment, pareil, j'ai réussi à gagner du temps, etc. 3e conseillère d'à côté d'ici qui essaye, etc., de me faire signer mon avenant. Et j'ai encore essayé de gagner du temps. Elle m'a dit « Ah, mais je suis désolé, Monsieur Soavi, c'est automatique. » Donc, je n'ai pas encore reçu la lettre recommandée, mais apparemment, je vais recevoir une lettre recommandée comme quoi je suis radié parce que je n'ai pas signé cet avenant sans la perte d'exploitation. Et s'ils oublient, par contre... Ça veut dire que vous n'aurez pas de compensation de perte d'exploitation avec ce nouveau confinement qui démarre vendredi? Si, moi oui, parce que je leur ai fait m'envoyer un mail me disant qu'il couvrait jusqu'au 31 décembre. Puisque mon contrat, même si je ne signe pas l'avenant, court jusqu'au 31 décembre. Alors là, on part pour un confinement qui va aller jusque... Le président a dit qu'au bout de 15 jours, on réévaluerait les choses en fonction de l'état sanitaire du pays, mais qu'il irait probablement jusqu'au 1er décembre. Donc tous les spécialistes disent qu'on en a au moins jusqu'à la fin de l'année. Comment ça va se passer à partir du 1er janvier pour vous? Mais ça va se passer comme pour la... Si, ça, évidemment, là, le pendant de ma question, c'est si ça ne reprend pas, si on est obligé de reconfiner, comme le disent certains médecins, jusqu'au mois de mars, avril, peut-être jusqu'à l'été, sait-on jamais. C'est votre mort assurée? Oui. Moi, ce qui me sauve aujourd'hui, c'est la perte d'exploitation. Ce n'est pas les 1 500 € que j'ai reçus ou les 5 000 que je vais recevoir là. Ça ne peut pas être énorme hein, pour certaines personnes, mais c'est rien du tout en fait. Il faut se rendre compte qu'un établissement, c'est comme une barque avec un trou en dessous et en fait, il faut rentrer de l'eau. Si on ne rentre pas d'argent, en fait, on coule parce que ça s'échappe en fait, donc on coule. Donc il faut, rentrer de l'air pour éviter... si vous me permettez la métaphore, pour éviter de couler. Donc il y a un moment, et là il y en a qui vont couler, puisqu'ils n'ont pas la perte d'exploitation. Il y en a déjà qui ont coulé, j'ai des exemples, il y en a des gens qui ont coulé qui étaient... C'est exactement comme le Covid. En fait, ce qui se passe au niveau économique, c'est exactement ce qui s'est passé au niveau sanitaire. Certes, ça tombe sur des gens qui ont des santé saines, etc. Moi, mon entreprise avait une santé saine et de la trésorerie. Mais à force, je vais finir par mourir, comme les autres. Tous ceux qui sont morts là, maintenant, avec la première vague, sont des gens qui étaient déjà fragiles. Tous ceux qui vont mourir à la 2e vague sont des gens qui étaient limites. Et il y aura une 3e vague, parce que je sais qu'on, pour moi, on nous confine par étapes. Et ils le savent depuis le départ. Bon, c'est mon avis. Hein. Il y a eu un premier confinement, on déconfine parce qu'il y a l'été, parce qu'il y a des régions comme la Corse, dont je fais partie, qui ne peut pas survivre économiquement si on ne libère pas ce moment-là. Et puis psychologiquement, ou même au niveau mental, au niveau... santé mentale, les gens ne peuvent pas rester confinés ad vitam aeternam. Donc on redéconfine. Donc on recontamine volontairement, on reconfine, mais en attendant, en fait, je ne comprends pas, enfin si je comprends très bien pourquoi, j'ai une idée là-dessus, il suffit de couvrir, c'est pas le problème de rester ouvert et tout, restons ouverts, je comprends le combat, hein, je l'ai mené, restons ouverts, puisqu'on nous a demandé de faire des efforts, je les ai tous faits, j'ai tout respecté, etc. Et je n'ai aucune contamination, ni dans mon personnel, ni moi-même, ni mes clients, avérés en tout cas, d'accord? J'ai eu des gens... qui sont venus, j'ai respecté les distances, tout le monde ne l'a peut-être pas fait, c'est pas le sujet, voilà. Bref, aujourd'hui, je pense qu'on veut la mort d'une certaine forme d'économie dans mon secteur et dans d'autres. Et qui veut ça? Le marché. J'allais dire l'État, mais non, l'État veut ça s'il est au service de cette forme de marché ou s'ils sont les pantins de cette forme de marché. Comme je vous disais tout à l'heure, quand François Mitterrand a donné à Chirac, il a dit « j'ai 50% de marge de manœuvre ». Ça veut dire qu'il n'était pas libre complètement. Il n'en a plus que 25, je lui souhaite bien du courage. Si on parle de ce qui est arrivé aux professeurs dans la rue, excusez-moi de faire un parallèle comme ça, j'arrête pas d'écouter les infos et je n'en peux plus, en boucle. Je ne suis pas pour les infos en continu d'ailleurs, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. À quel moment il y a eu une bascule? Moi, je vais vous dire à quel moment. Ils sont tous les 3 responsables, hein, les 3 derniers présidents. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.
il y a eu un point de bascule. Je me rappelle, c'est vérifiable sur l'INA, hein. Je me rappelle d'un reportage où Nicolas Sarkozy va dans les banlieues et où, pour faire une coupe dans le budget de la police, il a enlevé des policiers, je ne me rappelle plus du chiffre, je ne sais plus si c'est 2000, 20 000, etc., mais c'est vérifiable. Il a enlevé tous les commissariats du centre, des cités. Je revois le capitaine de police en tenue, dépité, déprimé, qui pleure à moitié parce qu'il explique que ces commissariats au centre des cités sont des moyens de cohésion sociale, des moyens de contrôle quand ça déborde. S'il faut taper, on tape. Mais il connaissait tout le monde. Et moi, mon père était gendarme, et à l'époque, on était logé en cité quand j'étais petit. Il a enlevé tous ces commissariats. Il a supprimé la police de proximité. La police de proximité dans les cités. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes, et donc livrés à certaines influences qui peuvent être préjudiciables. Et tout ça, pour revenir au premier sujet, pourquoi ? Pour faire une coupe dans les budgets de la police. On a fait des coupes dans les budgets de la police, on a fait des coupes dans les budgets de l'hôpital, on a fait des coupes dans les budgets de l'éducation, oui. Et aujourd'hui on est en train de faire une coupe dans les budgets de la restauration. On est d'accord que la mécanique globale veut une privatisation totale, y compris de tous les services publics en France. Ça c'est acquis et tout le monde le sait. Mais est-ce que le marché a quelque chose à gagner de saccager, on va dire, bon, le terme n'est peut-être pas très adéquat, mais de saccager l'économie réelle, c'est-à-dire les petits commerces, les boutiques, à travers toute la planète. Hein. Ce n'est pas seulement en France ou dans un quartier. Quel est l'intérêt de l'économie qui n'était déjà pas extrêmement vaillante, hein, tous les économistes le disent, on était au bord d'une explosion financière sans doute très importante et qui va peut-être être accélérée par ce qui se passe aujourd'hui, qui a l'intérêt à le marché, ou aurait le marché aujourd'hui, à saccager tout un pan de l'économie, c'est-à-dire l'économie réelle. Alors, je ne suis pas dans la théorie du complot. Hein. Il y a un problème sanitaire, c'est un accident, c'est pas un accident. Voilà, bref. Oui, c'est naturel, peu importe. Mais pour moi, il y a deux paramètres. Qu'il y ait un intérêt, je ne suis pas économiste, je ne suis pas dans le monde politique, je n'ai pas toutes les infos. Par contre, ce qui est sûr, si vous me permettez l'expression, par contre, il surfe sur la vague. Si je vous parle d'Air France, par exemple, où je suis resté 30 ans employé avant d'être petit patron, chef de petite entreprise, je préfère cette expression parce que j'aime pas le mot patron, parce que pour moi il n'y a pas de patron et d'employé, il y a une synergie entre tout le monde. Là, il y a vraiment un problème dans l'aérien. On fait partir les gens de mon âge, moi je suis parti avant, à 55 ans à peu près, 54, 55 ans. Mais à l'époque, on faisait des plans de départ, on ne pouvait pas embaucher quelqu'un. Là, on rembauche des gens qui viennent d'autres compagnies, partenaires, qu'on embauche moins cher, parce que c'est des ruptures de contrat conventionnels. Ça, c'est prévu depuis longtemps, puisque à l'époque, j'étais à Air France, j'étais syndiqué, et on se battait pour pas que les nouveaux embauchés soient embauchés moins cher que nous. Mais ce programme-là économique, qui rend service à qui ça doit rendre service, est en route depuis longtemps. Ça s'accélère avec le Covid. Alors qu'ils aient un intérêt, je ne sais pas. En tout cas, ils surfent sur la vague pour leurs propres intérêts. Et ça sert toujours les mêmes intérêts. C'est-à-dire que je pense que nos gouvernements successifs depuis, puisque c'est pas, même si je vulgarise la formule, je veux dire, c'est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, par exemple, a vendu, entre guillemets, je mets des guillemets, la France au Qatar, qu'on a vendu notre outil de production pour le faire en Chine ou dans des pays où ça coûtait moins cher, et que Air France, par exemple, a 13% de ses actions, excusez-moi, je ne trouve pas le terme, qui appartient à l'État français, réellement, et tout le reste sont des capitaux privés qui viennent des fonds de pension américains. Donc, oui, au bout du compte, le capitalisme fonctionne comme un corps humain, c'est-à-dire que mais ce que je voudrais vous faire dire, s'il y a une hémorragie, oui. C'est-à-dire que la tête a toujours besoin autant de sang. Les actionnaires fonctionnent comme ça, pour moi, ils veulent toujours autant, et même pas autant, ils veulent que ça augmente tout le temps. Donc, ils font, quitte à couper des jambes, des bras, etc., puisque moi, je suis au bout du pied, l'ongle du petit orteil avec mon petit restaurant, s'il faut couper là pour qu'il y ait toujours autant de sang, donc autant d'argent, au niveau des gens que ça intéresse, de toute façon, ils feront ce qu'il y a à faire. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, le gouvernement français n'a absolument, parce que je ne les crois pas incompétents, ou ils sont complices, ou ils n'ont aucun pouvoir là-dessus, parce que l'État n'est plus souverain, il est, pour moi, contrôlé par des grosses sociétés privées qui font ce qu'ils veulent pour toujours avoir... Le marché fait la politique. Le marché fait la politique. Comment vous voyez votre avenir? Immédiat, à court terme, à moyen terme, à long terme?
Personnellement ou les miens, ou le Le secteur? vôtre, et puis en vous projetant également sur... Alors sur moi, votre secteur d'activité, je oui. vais me débrouiller Je ne serai jamais esclave à vie. Donc je vais tirer mon épingle du jeu sans faire de mal à personne et je vais m'en sortir en vendant au rabais ou en déposant le bilan tout en récupérant la mise que j'ai mis. Parce que je ne veux pas cautionner ce système-là et puis je n'ai pas envie d'être fatigué, énervé, toujours dans le combat. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est fatigant. Je ne sais pas si je ne vais pas, par rapport à cette histoire d'assurance, porter plainte contre l'État et j'aimerais bien que des gens de mon collectif ou qu'on se réunisse pour le faire à plusieurs, porter plainte contre l'État. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas avocat sur le terme, mais il y a une forme d'homicide volontaire ou involontaire ou de non-assistance à personne en danger ou un secteur en danger, etc. Sur quoi on peut les attaquer? Mais je pense, si je vais y réfléchir, attaquer l'État sur le fait qu'ils savent qu'il y a un moyen de couvrir la perte d'exploitation, ils ne le font pas, c'est leur responsabilité. On a voté pour eux ou pas pour eux, ils sont au pouvoir pour représenter le peuple et nous faisons partie du peuple et ils doivent faire en sorte qu'on ne meure pas. S'ils ne font rien, c'est qu'ils servent d'autres intérêts que leur propre peuple. Donc, je vais porter plainte certainement contre l'État, contre les patrons de fédération aussi qui ne font rien parce qu'ils sont, et ça je le sais, complices exactement, complètement liés au pouvoir central et ne font absolument rien, parce que ce n'est pas un contre-pouvoir. Si on parle de la SNCF, où tout le monde connaît Olivier Martinez, personne ne connaît les 2 ou 3 patrons de fédération, de la CDF, de la GNI, du GNI ou de l'UMI, qui ne servent à avoir que juste une réduction sur la cotisation à SACEM, ce qui est très bien pour les intermittents du spectacle, hein, mais ça ne sert qu'à ça. Ils sont adoubés et liés au pouvoir, et puis porter plainte contre mon assurance, ça va être compliqué pour l'assurance, puisqu'en fait, ils sont dans leurs droits. Par contre, s'ils ne m'indemnisent pas là, alors qu'ils m'ont envoyé un mail, ou s'ils oublient de m'envoyer la lettre recommandée le 31 octobre et qu'ils ne m'indemnisent pas en janvier, je porte plainte comme eux, comme l'a fait Stéphane Manivon contre AXA, ouais, bien sûr. Dans votre secteur d'activité, on entend beaucoup, notamment de chefs très médiatiques, comme Philippe Etchebest, crier très très fort, hein, crier la colère, la détresse des restaurateurs et du monde de la restauration. Vous êtes tous dans ce métier sur la même ligne, il y a une unité, vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, votre combat est vraiment commun, globalisé? Non, c'est compliqué. Moi, je viens d'un autre milieu, donc les commerçants, les restaurateurs ont une mentalité particulière qui marche au départ depuis des siècles. À la méritocratie. C'est des gens ce sont des travailleurs. Donc ils aiment travailler, et ils veulent travailler. Et ils estiment inconsciemment ou consciemment que la satisfaction de leur travail, leur satisfaction ou leur reconnaissance, que ce soit par l'État ou par la société, et donc économiquement, par l'argent, sera le fruit de leur travail. Donc et par essence, ils sont indépendants. Donc c'est très difficile de les réunir, d'une part. Deuxièmement, on a un gros problème, comme je vous le disais juste avant, c'est qu'on a des patrons de fédérations, ce ne sont pas des syndicats, qui ne font absolument rien pour réunir les problèmes de tous et se battre contre un pouvoir qui pourrait les tuer. Et au contraire, fait tout pour que ça s'apaise et qu'ils ne disent rien, tant pis, il y aura des morts, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est un peu compliqué. Le chef Saran, je sais, j'ai vu quelques interviews de lui, et il est en fait dans le même cas que moi. Ce n'est pas du tout la même échelle au niveau de la... Moi, j'ai un petit restaurant de qualité, lui, c'est un grand chef, mais il a le même problème. Il ne peut pas faire de remporté, il ne peut pas faire de livraison, parce que sa cuisine ne le permet pas. C'est aussi terrible pour lui. Je veux dire, moi, j'ai un chiffre d'affaires qui est comme ça, le sien, il est comme ça. Voilà. Mais il va couler quand même. Et ça veut dire que pour des intérêts supérieurs de finances, d'actionnaires, on risque de couler même des gens qui représentent la culture française, en fait, la culture de ce pays. C'est aberrant, c'est terrible. Donc, ou ils sont complètement idiots, ce que je ne crois pas. Quand on sort des grandes écoles, on n'est pas complètement idiots. Ou alors, ou alors ils n'ont pas le pouvoir, ou alors ils veulent une déflation
c'est une déflation programmée en surfant sur la vague du Covid pour que coule la plupart, comme dans une guerre, et qu'après il y ait une relance économique. Et tant pis pour les morts, en fait. Tant pis pour les morts. Et le problème, c'est que je n'arrive pas. J'ai fait un collectif. C'est quand même énorme, parce que je suis allé à Marseille voir le président de l'UMI, parce que dans les régions, que ce soit dans l'Eure, je ne sais pas parce que Marseille ou Corse, parce que j'ai été élevé dans le sud et je suis corse, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, ils sont dans l'Eure. Les présidents de fédérations dans les régions sont un peu plus indépendants et un peu plus proches des gens qui souffrent. Donc ils se battent un peu plus. Mais je suis allé le voir, j'ai appris qu'à Marseille, en fait, il y avait 1200 adhérents à l'UMI. Sur mon collectif, j'en ai 1200. De gens qui souffrent et qui ne savent pas, qui me demandent à moi, parce qu'il n'y a pas, j'ai envie d'employer des mots grossiers, il n'y a pas un putain de patron de fédération qui est capable de leur répondre quand ils ne savent pas s'ils doivent mettre un cahier de trucs, s'ils vont avoir droit à ça, droit à ça, droit à ça. Tout ce que j'ai sur les trucs, et j'en ai des captures d'écran, je peux vous les fournir, et je les fournirai si je dois aller au Monde, si je dois aller chez Mediapart, si je dois aller au Canard enchaîné, et j'irai jusqu'au bout, où nous vous redemandons, vu la conjoncture, de ne pas trop mettre de bidule, etc., et qui ne répondent même pas à ces gens-là, quoi. Et qui leur prennent leurs adhésions tous les mois juste pour une réduction de la SACEM. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour terminer, il nous reste 3 minutes. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Ah non, je suis pessimiste. Je suis pessimiste, Ce serait à refaire. Je suis pessimiste en fait sur l'état de mon pays. Honnêtement, je disais à ma femme hier, je ne sais pas si on peut, mais parfois j'ai envie d'être destitué de ma nationalité française parce que moi je suis corse, donc la Corse et l'histoire entre la Corse et la France, c'est une histoire d'amour compliquée. Hein, mais j'étais fier d'être... La France a permis à mon père de s'élever socialement parce qu'on était une famille pauvre de bergers. J'adore la littérature française, j'adore cette idée de liberté, égalité, fraternité, de cette espèce d'indépendance par rapport à la finance, par rapport à plein de choses, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est juste en surface, en fait, quoi. En fait, je ne vois pas. En fait, on est des employés, on nous prend, on nous jette des grosses sociétés internationales. On n'est pas un pays, quoi. Et c'est un peu le cas sur toute la planète. Le marché est mondialisé. Ouais, mais à un moment, comme disait Coluche, il y a un peu de la faute des pauvres dans le meilleur des pauvres. Il faut que les gens se révoltent, quoi. Il faut que les gens arrêtent d'accepter de prendre 3 cacahuètes et arrêter de se laisser diviser aussi. Puisque moi j'avais, comme je disais aux Gilets jaunes, quand je propose de prendre un peu de pourcentage sur toutes les 67 millions de Français pour les assurances, je sais très bien qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. Mais nous, on paye de notre côté toutes les cotisations, 98% des recettes de l'État pour payer tout le reste, la Sécu, tant mieux. Il faut arrêter de se diviser. Il faut qu'on se réunisse tous, la police, le médical, les profs, les gens qui souffrent des gilets jaunes, les restaurateurs, etc. Et on a le même ennemi. Le même ennemi, c'est les grosses sociétés. C'est McDo, c'est Starbucks, c'est Uber Eats. Je ne suis pas contre le fait que ça existe, mais pourquoi favoriser ça par rapport au reste? Dire que c'est très bien de se faire un match de foot en commandant un Uber Eats et manger un burger de merde. Très bien, c'est pas grave. Mais bon, et si on ne commande pas un burger de merde, on va le payer, moi je l'ai fait l'autre soir, 27 € pour être livré. Ok, tu donnes 2 € au mec qui est en vélo, mais il va faire ça toute sa vie, le mec en vélo. C'est un métier, ça? Non, c'est pas un métier. C'est pas une société que je veux. C'est pas une société que les gens veulent. Il y a des chansons plein. Alors après, on écoute des chansons, Souchon et tout, alors qu'on a des trucs plein nos armoires, etc. C'est pas la société qu'on veut, bordel de merde. Qu'ils arrêtent de nous vendre leur putain de société de merde dont on ne veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous aurez été entendu. Merci. Merci beaucoup.